le lobbying, c'est une stratégie d'influence, c'est avant tout effectivement une méthode. Alors, le lobbying, on a dans le cabinet et même dans toutes les structures dans lesquelles j'ai évolué, il y a à peu près 2 phrases qui résument assez bien ce que c'est. Alors on a fait un petit peu. Le lobbying est présent à chaque fois que l'homme de l'art va expliquer à un décideur ou à un homme de loi les conséquences de sa prise de décision sur sa propre activité. Vous avez quand même une dimension humaine, c'est-à-dire il faut quand même. On n'est pas que dans des textes, mais vous devez aussi être, quand vous êtes dans l'influence, c'est-à-dire qu'il faut prendre rendez-vous, il faut voir les personnes face to face. Et à la base, effectivement, qu'est-ce qui définit à la base le lobbying? C'est cette capacité à trouver le bon interlocuteur, la personne qui est en charge de votre dossier, déjà la trouver, prendre rendez-vous avec elle pour la rencontrer, et ensuite, si je puis dire, lui transmettre le message qui va défendre vos intérêts, qui va clairement expliciter votre position. C'est-à-dire qu'il faut qu'en 5 minutes, le représentant du gouvernement français à Bruxelles, ou le député, ou le fonctionnaire de la Commission européenne qui est en charge de votre dossier, il ait compris qui vous êtes et ce que vous voulez. Et ensuite, les 45 minutes ou les 55 minutes qui restent, restantes de l'entretien que vous avez pris avec lui, eh bien, il faut argumenter pourquoi est-ce que ce que vous voulez, c'est forcément la meilleure solution. Il y a beaucoup, M. Gell a beaucoup parlé de position. Effectivement, il reçoit beaucoup de personnes, ils veulent des informations, ils veulent savoir comment interagissent, comment argumentent les différents acteurs. Mais avant, il veut vraiment bien comprendre qui vous êtes et ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on a cette deuxième phrase, selon laquelle le lobbying, c'est se faire l'avocat d'une cause et la défendre devant un juge que l'on s'est choisi. Pourquoi est-ce que l'on s'est choisi un juge? C'est parce qu'effectivement, par rapport à chaque thématique, par rapport à chaque intérêt que vous représentez, quand vous êtes lobbyiste, vous pouvez effectivement travailler sur différents sujets, c'est ce que j'ai fait souvent. J'ai pu travailler sur les questions d'agriculture, j'ai aussi travaillé sur les questions d'industrie automobile avant de rejoindre Finance et Aviation. J'ai aussi travaillé sur les questions de fabricants de jeux de café automatiques. Vous voyez que vous passez quand même des fabricants de flippers à la finance. C'est flippant. Voilà, on retrouve l'humour belge. Bref, si je puis dire, voilà, un lobbyiste peut travailler sur beaucoup de sujets, sur des sujets différents, comme un avocat peut travailler sur beaucoup de sujets. Donc voilà, à mon avis, les 2 phrases qui résument le mieux le lobbying, c'est cette capacité à prendre contact, à influencer et faire en sorte que vos éléments de langage que vous avez développés en interne se retrouvent ou que le décideur se réapproprie vos éléments de langage. Donc quand vous êtes lobbyiste, vous allez le plus en amont possible au niveau de la Commission européenne minimum, voire aux agences qui proposent des standards ou des pré-réglementations, en tout cas des avis qui vont aiguiller la Commission européenne dans ses propositions. Et il faut que ce que vous avez développé en interne, ce que vous avez fait valider par votre client ou par vos supérieurs hiérarchiques, se retrouve ensuite dans les textes de la Commission européenne. C'est ça, le lobbying, en tout cas tel qu'on le pratique à Bruxelles. Donc ça n'a strictement rien à voir avec la corruption, ça n'a strictement rien à voir avec le trafic d'influence. Je vous dis ça parce que je donne aussi des cours de lobbying dans d'autres formations, et parfois les gens qui ne savent pas du tout ce que c'est que le lobbying me demandent mais comment est-ce qu'on c'est quoi la logistique pour l'argent, le cash, les valises de billets? De quoi est-ce que vous parlez? Vous ne parlez pas de lobbying, vous parlez de corruption. Et le lobbying, tel que l'on le pratique en Europe occidentale, dans les affaires européennes, ça n'a strictement rien à voir. Ça, vous êtes dans le combat d'idées. Vous vendez, si je puis dire, des idées. Moi, quand quelqu'un fait appel à la finance et régulation, on va lui donner de notre temps de travail pour qu'il puisse influencer, pour qu'il puisse transmettre son message auprès des institutions européennes, que les institutions européennes reprennent sa position ou une partie de sa position, pour bien faire en sorte que les institutions européennes ne prennent pas de mauvaises décisions qui menaceraient le business model de notre client. Alors, il y a 3 éléments effectivement constitutifs dans le lobbying. Alors, le lobbying, c'est une méthode. Donc, effectivement, pour moi, le lobbying, c'est clairement une forme d'influence du décideur. Vous n'allez pas influencer n'importe qui, vous n'allez pas influencer une concierge, vous influencez clairement des décideurs. Votre cible, quand vous êtes lobbyiste, c'est
bien entendu, vous suivez une actualité, vous suivez des discours, vous suivez des éléments de langage, vous suivez même des programmes politiques, mais le plus important finalement, c'est de suivre les personnes qui sont aux commandes et de voir comment elles se comportent. Donc, j'ai déjà parlé de cartographie. La première chose que vous faites souvent, c'est cartographier les décideurs sur les sujets de votre client, sur votre sujet. Le deuxième élément, donc le lobbying n'est pas du trafic d'influence ni de la corruption, c'est le respect des institutions. Vous facilitez le dialogue entre la société civile et les décideurs, et les institutions. Moi, je le répète souvent aux personnes qui me disent « mais le lobbying, c'est ça ». Moi, ce que je fais, je suis juste un intermédiaire entre la réalité du terrain et la personne qui est aux manettes, qui va trancher, ou qui est censée trancher. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement pragmatique. Je fais en sorte à ce que le débat public, le débat démocratique, soit le plus équitable possible. C'est-à-dire que je considère que moi, en tant que lobbyiste, je contribue à la vie démocratique dans la mesure où je permets à la société civile d'avoir son point de vue, ses arguments, ses idées les mieux représentées possibles auprès du décideur. Et c'est gagnant du côté des décideurs parce que plus le décideur, selon moi, est informé, plus il a accès aux différents points de vue, meilleure la décision sera prise. La décision sera meilleure. Et je pense qu'effectivement, comme vous dit Simon Jalin, le lobbying commence à être problématique, ou en tout cas, le rapport de force ou la réalité du terrain risque d'être faussé quand c'est toujours les mêmes lobbyistes qui s'expriment. Donc effectivement, quand le gouvernement français à Bruxelles voit plus d'Américains que de Français, il y a un petit problème. Et c'est pour la simple et bonne raison que ce n'est pas les Américains qui sont à l'origine d'un complot interplanétaire ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils travaillent le lobbying. Et malheureusement, au niveau européen, je parle du niveau européen, le lobbying n'est pas défaillant, mais est encore insuffisant de la part des acteurs continentaux et notamment des acteurs français. M. Jalin vous a dit que vous avez montré que les Allemands, notamment par leur réseau de représentation régionale, de représentation de Länder à Bruxelles, est efficace, c'est vrai. À Bruxelles, vous avez clairement trois factions de lobbyistes. Vous avez effectivement les Américains, comme l'a décrit Simon Jalin. Ensuite, en deuxième position, vous avez les Britanniques. Pourquoi est-ce que les Américains et les Britanniques sont dominants dans les affaires européennes et dans le lobbying européen? Parce que c'est dans leur culture. C'est vrai parce qu'ils l'ont toujours fait, et aussi parce que les Américains, dans la genèse du projet européen, ont eu un rôle prééminent. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier que les institutions européennes sont quand même un produit de la guerre froide. Et la troisième faction qui monte en puissance et qui est en train de prendre, si je puis dire, enfin de contrebalancer le rapport de force au niveau du lobbying européen, ce sont les Allemands. Pourquoi? Parce qu'ils viennent en nombre, parce que, si je puis dire, ils sont présents sur le terrain, je peux dire qu'ils occupent le terrain, parce que c'est de mauvais souvenirs, mais en tout cas, ils travaillent, ils sont présents, et par le biais de leur réseau d'affaires, de leurs réseaux régionaux, ils sont très présents et ils font un lobbying efficace. Donc, pour faire du lobbying, on est dans une logique de dialogue avec les institutions. Un dialogue équilibré. Et on doit faire preuve donc de transparence. Chez nous, chez Finance et Régulation, nous avons une charte de conduite dans laquelle la transparence joue un rôle primordial. Vous devez à la fois respecter les secrets de vos clients, donc pas effectivement révéler des secrets de vos clients auprès de leurs concurrents. Déjà, un devoir de loyauté vis-à-vis de son client. Et le deuxième pilier d'une bonne conduite de lobbying, dans une logique de respect des institutions, c'est la transparence des institutions. C'est-à-dire que le représentant du gouvernement français, le député ou le haut fonctionnaire de la Commission européenne, ce qu'il veut savoir, c'est clairement qui vous êtes en face, en 5 minutes maximum. Qui vous représentez. Dernier élément constitutif du lobbying, c'est une méthode pluridisciplinaire. C'est-à-dire que, moi je suis juriste de formation, mais j'ai été formé aussi à la communication, j'ai aussi fait beaucoup de sciences politiques. Je fais souvent appel dans le cadre de l'émission à des experts, des gens qui sont qui sont des vrais scientifiques. C'est pour ça qu'un cabinet comme Finance et Régulation est complet dans le spectre d'activité du lobbying, puisqu'on a à la fois effectivement des gens qui sont
des experts de la finance, donc qui ont une vraie capacité de compréhension, de technicité qui est exigée par nos clients. Et à côté de ça, on a une valeur ajoutée qui nous permet de coupler et d'utiliser des méthodes de lobbying, d'influence, de communication. Je vais aller très rapidement du coup sur les typologies de lobbying. Donc au niveau de ce qu'on appelle, nous, ce que nous faisons, ce sont des affaires publiques. Dans les affaires publiques, vous représentent en gros 3 types de lobbying. Ce qu'on appelle le lobbying normatif, qui consiste à imposer une régulation, imposer une norme. Deuxième chose, le lobbying structurel, c'est-à-dire comment placer quelqu'un au centre du processus décisionnel, donc ça s'appelle le processus décisionnel en plein. Et vous avez ce qu'on appelle le lobbying financier, qui est très spécifique, qui, en fait, ce qu'on appelle à Bruxelles la chasse au trésor, qui permet de rechercher des subventions. Les affaires publiques, ça ne se fait pas seulement au niveau européen, ça peut même se faire donc, au niveau national, ça se fait aussi au niveau régional et au niveau communal. Vous avez aussi des cabinets de lobbying qui sont spécialisés sur l'influence normative au niveau de ville, de région. Voilà pour ce qui est des typologies du lobbying. Alors ensuite, le process du lobbying. Vous avez, dans une logique d'influence, vous avez clairement une marge de manœuvre qui est extrêmement la plus élevée quand vous prenez en amont du process. C'est ce que les exemples de ce matin vous ont montré. C'est-à-dire que plus vous êtes en avant du process, plus vous êtes au niveau de la consultation, plus vous êtes au niveau des négociations qui se font en avant, par exemple au niveau 1, et plus vous aurez de chances de réussir. Plus votre input aura de chances d'être pris en main. Et ensuite, plus vous rapprochez de l'implementation, plus vous aurez de difficultés, plus vous aurez tendance à être oublié. C'est souvent ça l'erreur que font les acteurs français au niveau européen. C'est-à-dire que souvent, en France, on a tendance à s'y prendre au dernier moment, et ensuite on va taper au niveau du ministre et du cabinet du ministre. À Bruxelles, c'est totalement l'inverse. Il faut s'y prendre au niveau de la personne qui est en charge du dossier, et s'y prendre le plus tôt possible. D'où l'intérêt de taper d'aller en input et de travailler au niveau de la Commission européenne et des agences spécialisées. Donc, quand vous êtes dans un cabinet de lobbying, le but du jeu, c'est déjà de bien déterminer quel est l'agenda politique de votre client sur tel ou tel sujet, donc avoir une bonne vision du timing, et voir ensuite quelle est sa marge de manœuvre et auprès de qui il faut taper au niveau du processus décisionnel européen. Ensuite, souvent, vous avez aussi 2 façons d'approcher le décideur. Vous avez effectivement une façon qui est un peu plus classique pour les entreprises, les ONG, les fédérations, les groupes d'intérêt, c'est de passer par ce qu'on appelle du grass talk, des rendez-vous en one-to-one. Donc faire ce qu'on appelle des relations institutionnelles, organiser des rendez-vous. Ça, c'est un travail classique, c'est globalement, plus vous êtes légitime, plus vous êtes une entreprise avec une image positive, spécialisée, avec une vraie expertise, plus vous aurez de facilité à avoir des relations institutionnelles. En revanche, parfois, les relations institutionnelles ne suffisent pas et vous avez besoin de faire preuve d'utiliser des méthodes de communication d'influence. Donc vous êtes dans une logique de grassroots. Vous allez devoir travailler par le débat public. Vous allez devoir mobiliser l'opinion publique. Et ça, même quel que soit si je puis dire, l'industrie, parfois ils utilisent des capacités, des campagnes d'influence, des campagnes de communication pour toucher le décideur qu'ils ont cartographié, mais indirectement. Et donc, souvent, vous devez si je puis dire, alterner les deux types de stratégies. Alors, le lobbying, c'est trois, si je puis dire, c'est trois volets, c'est trois métiers à la fois. C'est-à-dire que quelque part, en amont du process, vous avez les cabinets de lobbying anglo-américains, comme par exemple Knowlton, Burson Marsteller. Ils proposent tout ce qu'on appelle des prestations d'intelligence. L'intelligence, c'est une capacité à recueillir des renseignements qui ont un intérêt politique, qui ont un intérêt pour votre client. Alors, vous avez donc différentes méthodes pour bien le faire. Vous avez notamment ce qu'on appelle le stakeholder mapping, donc une capacité à cartographier des acteurs, à suivre les personnes qui sont en charge de votre dossier. Ensuite, vous avez des méthodes, plus vous connaissez les personnes qui sont compétentes sur votre sujet, et plus ensuite vous avez donc de chances de mieux suivre, de faire un meilleur monitoring, de faire une veille, et de pouvoir savoir au jour le jour, ou heure par heure,
quels sont les positionnements, comment évoluent les positionnements des personnes que vous avez cartographiées. Le but du jeu, c'est concrètement de vraiment suivre des positionnements de vos concurrents. C'est-à-dire que quand vous faites du lobbying, c'est bien de s'intéresser aux personnes qui sont favorables à votre position. Mais ce que veulent maintenant de plus en plus les clients, c'est aussi d'être au courant des contre-argumentaires, des personnes qui vont dire des choses négatives sur vous. Et ça, c'est ça qui est très important, d'être capable de faire des cartographies, d'être capable de faire un suivi, un monitoring de tout ça, c'est de pouvoir faire ensuite une analyse des contre-argumentaires et de vos adversaires politiques. Donc de voir un petit peu quelles sont les différentes dynamiques politiques, de voir un petit peu comment est-ce qu'évolue le débat public sur votre sujet. Parce que souvent, on a trop tendance à suivre les personnes qui vont être favorables à votre position, mais on oublie, vous oubliez souvent, enfin on oublie nos adversaires parfois. Il faut aussi bien connaître la procédure. C'est pour ça que le lobbying est quelque chose de pluridisciplinaire, c'est de dire qu'il faut quand même avoir une vraie culture politique, il faut avoir aussi une connaissance du système institutionnel, et pour cela, il faut donc qu'on soit aussi capable de vous situer et d'aider les acteurs à se positionner dans cette machine terrible qu'on a commencé à décrire ce matin. Avoir une bonne vision du timing. Ensuite, donc ça, c'est toute cette capacité à bien savoir, à bien comprendre ce qui se passe sur le terrain. Mais ensuite, le lobbying, c'est aussi être capable de bâtir une stratégie d'influence. Là, on était sur une logique plutôt passive, ou en tout cas de veille, mais ensuite, il y a toute une logique proactive. Il faut commencer à produire un message, commencer à produire une réputation, voir comment est-ce qu'on peut trouver de nouvelles idées, de nouveaux positionnements vis-à-vis des décideurs, tout en restant crédible. Ensuite, il faut déployer. C'est ce que je vous ai dit, c'est l'aspect humain du lobbying. C'est être capable d'organiser des événements, être capable de prendre contact avec, pas seul, non seul, en dehors, même au-delà des décideurs qu'on a cartographiés, être aussi capable de trouver des alliés, aller dans les think tanks, donc, aller à Bruxelles, là où tous les événements ont lieu sur les sujets européens, avoir une vraie capacité à faire de la communication, à développer des argumentaires, à les transmettre des argumentaires auprès des personnes que vous avez cartographiées, monter des rendez-vous, organiser des meetings. Ça, les cabinets américains, les grands acteurs américains, britanniques, allemands le font de plus en plus. Ils le font, comme l'a décrit M. Génin. La force de frappe, elle se joue là-dessus. Elle se joue sur votre capacité à mobiliser les décideurs et à mobiliser les parties prenantes. Et ça, il n'y a pas seulement c'est pas seulement les fédérations qui le font, c'est pas seulement même, c'est aussi les cabinets, c'est aussi les lobbyistes in-house. Vous avez trois catégories de lobbyistes. Vous avez ceux qui sont, effectivement, qui travaillent, qui sont salariés d'entreprises qui ont un budget pour faire du lobbying, donc des lobbyistes in-house. Vous avez ensuite les lobbyistes qui travaillent pour des associations, des fédérations. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie, ce sont les consultants indépendants. C'est ceux qui travaillent sur différents sujets. Donc la capacité de la force de frappe, elle se joue en étant capable d'utiliser ces trois types de lobbyistes. Et les Américains utilisent les trois. Ils sont capables de créer des associations, ils sont capables d'utiliser des cabinets indépendants pour prendre des rendez-vous, pour occuper le terrain, et ils envoient aussi parfois les salariés de leur groupe pour transmettre le message, influencer les décideurs. Donc voilà pour ce qui est globalement donc, de la méthodologie du lobbying. C'est une capacité à utiliser, à influencer les décideurs avec des supports de communication appropriés, des argumentaires, des idées, vendre des idées. Ce qu'ils veulent, les décideurs, c'est pas seulement des textes consensuels, ils veulent des propositions. Un cabinet de lobbying aide une entreprise à devenir une force de proposition. On vous aide à développer une influence politique avec des méthodes de lobbying, c'est-à-dire des méthodes anglo-américaines.